Et si la plupart de nos opinions, de nos désirs, de nos indignations, et même nos rêves les plus profonds, N'était pas vraiment à nous? Ouais, ça donne le vertige comme idée. bah oui, c'est exactement ça. Posons-nous vraiment la question. Les vêtements qu'on porte, la nourriture dont on a soudainement envie, le politicien qu'on soutient avec une ferveur presque aveugle, Ou même juste la colère qu'on ressent face à une actualité lointaine, quoi. c'est ça. Et si tout ça avait été soigneusement implanté dans nos esprits par de parfaits inconnus, c'est vraiment ce qui ressort des documents qu'on analyse en ce moment. C'est une réalité assez, enfin franchement terrifiante. Ouais, parce que la véritable terreur de ce contrôle, c'est pas la contrainte physique, on vient pas nous forcer la main en fait. Non, c'est l'illusion totale de liberté. On se sent pas du tout contrôlé. On se sent libre. Et c'est toute l'élégance, si on peut utiliser le mot élégance pour un truc aussi insidieux, mais c'est l'élégance de la propagande moderne. Ça ressemble pas du tout à des affiches géantes de propagande d'État ou... Ou à des hommes en uniforme qui hurlent dans des mégaphones, quoi. Exactement. Aujourd'hui, ça porte un costume sur mesure, ça sourit, ça s'appelle marketing, divertissement, culture des influenceurs. Ou le fameux contenu personnalisé, ouais. Voilà, et du coup, c'est tout l'enjeu de notre exploration d'aujourd'hui, en fait. Exposer cet appareil psychologique invisible qui fait tourner notre société. C'est notre mission pour cette analyse, clairement. Décortiquer nos sources pour fournir les outils nécessaires pour comprendre comment on est programmé émotionnellement et surtout, comment arrêter de l'être. Parce que c'est peut-être la compétence de survie la plus importante de notre époque. Grave, pour visualiser ça, j'ai une image en tête. C'est un peu comme si l'esprit humain, c'était un smartphone flambant neuf. On l'allume et il est livré avec plein d'applications préinstallées qu'on n'a absolument jamais demandées. Ouais, le fameux bloatware, quoi. Exactement. Des applications genre la peur, le besoin d'appartenance, la jalousie. Et pour filer ton analogie, non seulement on les a pas demandées, mais elles tournent en arrière-plan en permanence. Ça draine la batterie. Et on finit par ouvrir ces applications tous les jours en étant absolument persuadé d'avoir décidé, consciemment, d'appuyer sur l'icône. C'est fou quand on y pense. Mais alors, la question qui se pose naturellement, du coup, c'est qui a codé ces applications? Qui a installé ce système d'exploitation? Pour le comprendre, nos recherches nous ramènent inévitablement à un homme, Edward L. Bernays. Un nom pas très connu du grand public d'ailleurs. Non, très peu connu, mais dont l'impact sur notre quotidien est juste faramineux. Et le détail fascinant, c'est que c'est le neveu de Sigmund Freud. C'est ça. Et cette connexion familiale, c'est pas juste une petite anecdote historique pour faire joli? Ah non, c'est la clé de tout en fait. Freud, l'oncle, il a passé sa vie à étudier l'inconscient. Mais son but, il était thérapeutique. Il se demandait pourquoi les humains sont si irrationnels, pourquoi ils souffrent et comment on pourrait les guérir. Alors que Bernays, le neveu, il a regardé exactement les mêmes travaux cliniques, mais il s'est posé une question, radicalement différente. Il s'est demandé comment on peut tirer profit de cette irrationalité. C'est quand même d'un cynisme absolu. Enfin, prendre un outil conçu pour soigner la psyché humaine et le transformer en arme de persuasion massive, Ouais, c'est probablement l'une des idées les plus fondamentalement capitalistes jamais conceptualisées. Il a compris un truc révolutionnaire pour l'époque. Il a réalisé que les êtres humains ne prennent pratiquement jamais de décisions basées sur la logique pure. ouais, on prend des décisions émotionnelles, viscérales. Exactement. Et ensuite, seulement, l'intellect se met en marche pour fabriquer une justification rationnelle, mais a posteriori. Bon, d'accord, décortiquons un peu tout ça, parce que je veux bien admettre qu'on soit parfois impulsif, mais de là à dire qu'on réfléchit pas, j'ai un peu de mal à accepter l'idée qu'on soit juste des marionnettes émotionnelles qui s'inventent des excuses. On est capable de logique quand même, hein. Ah, mais bien sûr que la capacité logique existe. Mais ce que Bernays a compris, et il l'écrit très ouvertement dans son livre Propaganda en 1928, c'est que la manipulation consciente et intelligente des habitudes des masses, c'est un élément central de la société démocratique. Donc pour lui, la masse des individus est incapable de pensée complexe à grande échelle, c'est ça, hein? C'est ça. La foule, elle ne doit pas être inspirée ou éduquée, elle doit être gérée. Et ce qui est passionnant ici, c'est que la science moderne lui donne étonnamment raison sur la mécanique de nos prises de décision. Et là, on entre dans la biologie du coup? Parce que c'est une chose de dire ça dans les années 20, mais aujourd'hui, on a des scanners cérébraux. Qu'est-ce qui se passe vraiment sous notre crâne quand on est exposé à un message conçu pour nous manipuler? Quand on croise les intuitions de Bernays avec les neurosciences d'aujourd'hui, c'est une question de vitesse de traitement de l'information. Ouais, le timing du cerveau. Voilà, notre cerveau émotionnel, le système limbique, il réagit en quelques millisecondes. C'est lui qui gère la survie, la peur, les instincts, alors que notre cerveau logique, le cortex préfrontal, il est beaucoup plus lent en fait. Il lui faut du temps pour analyser. Donc,
face à un stimulus, notre système nerveux décide instantanément ce qu'il ressent. C'est ça. Et l'intellect arrive avec un train de retard pour fournir une explication qui a l'air intelligente. J'aime bien utiliser cette image pour ça. C'est le même cerveau, mais dans une jungle différente. Nos ancêtres ont évolué dans une nature hostile. Entendre un bruit dans un buisson, ça nécessitait une réaction instantanée. Ouais, si tu t'arrêtais pour faire une analyse logique, genre est-ce que c'est le vent ou un tigre Tu te faisais manger, tout simplement. C'est ça. Donc l'évolution a récompensé la réaction émotionnelle rapide. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on promène ce même cerveau préhistorique dans une jungle numérique. C'est une super façon de le visualiser. Notre système nerveux a évolué pour garantir notre survie, pas pour chercher la vérité objective. Et c'est pour ça que la peur se propage plus vite que les faits. Exactement. Et c'est pour ça qu'ignorer une notification sur un téléphone aujourd'hui, ça peut provoquer une montée de cortisol semblable au sentiment de mort imminente qu'aurait ressenti un chasseur-cueilleur éloigné de son groupe. C'est fou. Donc, si on résume cette base neurobiologique, la propagande ne s'adresse pas à notre intelligence. Elle cible directement nos instincts de survie. Et si on regarde la mécanique, les 4 piliers du piratage mental qu'on a identifiés dans les sources, le premier, la porte d'entrée la plus évidente, c'est la peur. Ouais. La peur, c'est le mécanisme de contrôle ultime. Le bouton d'urgence du système nerveux, quoi. Quand un groupe humain est effrayé, le sang quitte littéralement le cortex préfrontal. Donc la zone de la pensée critique. Ah ouais, physiquement, le sang se déplace. Physiquement, ouais, pour aller alimenter les zones de réaction primaire, comme l'amygdale. L'esprit critique s'effondre d'un point de vue biologique. Donc, littéralement, quand on scrolle sur des nouvelles terrifiantes ou qu'on regarde un reportage anxiogène, notre cerveau adulte et rationnel est sevré d'oxygène. Voilà, et on fonctionne avec nos instincts primaires. Dans cet état, la pensée tribale prend le dessus. On cherche instinctivement le danger et un protecteur. La figure d'autorité devient très attrayante. Et il y a un effet secondaire redoutable avec ces messages constants du type « le monde s'effondre ». L'épuisement profond, ouais. Une population maintenue en alerte permanente, elle finit par être psychologiquement fatiguée. Et des gens épuisés, ils arrêtent tout simplement de poser des questions complexes. Ils veulent des réponses simples, en noir et blanc. Exactement, juste pour apaiser leur système nerveux. Et une fois que cette faille de la peur est ouverte, on passe au deuxième pilier, la répétition, l'effet de vérité illusoire. Ouais, on nous répète un truc en boucle. Mais franchement, si on me répète un mensonge absurde, je vais pas y croire juste parce que je l'entends 100 fois. Notre cerveau est pas si crédule, si tchou. On aimerait bien le croire. Mais le cerveau, c'est une machine à économiser de l'énergie. Le doute, la vérification factuelle, ça demande des ressources cognitives, ça brûle des calories. D'accord. À l'inverse, reconnaître une information familière, ça demande 0 effort. Et le cerveau a cette faille. Il confond la familiarité avec l'exactitude. Donc le cerveau se dit « Ah, j'ai déjà entendu ça plein de fois, donc ça doit être vrai ». Alors qu'en fait, ça signifie juste qu'une entité a dépensé beaucoup d'argent pour diffuser ce message partout. C'est exactement ça. C'est pour ça que les slogans répétés ad nauseam fonctionnent. Un mensonge exposé une fois, on doute. Un mensonge exposé tous les jours sur tous les écrans, ça devient une part du décor mental. C'est familier, donc psychologiquement confortable. C'est effrayant. Et si on surmonte ça, il y a le troisième pilier, la peur de l'exclusion. Oui, l'instinct humain cherche l'appartenance avant la vérité. Repense à notre chasseur-cueilleur. Avoir tort sur l'univers, c'était pas grave. Être rejeté par la tribu, c'était la mort. C'est fou. Aujourd'hui, la mort physique par exclusion sociale n'existe plus, mais la panique de perdre ses abonnés ou d'être ostracisé dans un groupe WhatsApp? Le frisson d'angoisse est le même. Le système nerveux fait pas la différence entre le bannissement de la tribu et se faire unfollow. C'est pour ça qu'on crée de faux consensus, genre tout le monde s'accorde à dire que... On préfère avoir tort avec la meute que raison tout seul si ça signifie devenir un paria. Mais c'est là que ça devient vraiment fascinant avec le quatrième pilier, l'attachement à l'identité. C'est le chef-d'œuvre de l'ingénierie du consentement. Si je te convainc qu'un produit est bon, tu l'achètes peut-être. Mais si je te convainc que consommer ce produit ou adhérer à cette idéologie, ça fait de toi une personne moralement supérieure. L'idée s'enracine dans notre identité. Voilà. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, une fois que l'idée est ton identité, n'importe quel fait opposé est perçu comme une menace existentielle. C'est pour ça que les débats en ligne ressemblent à des guerriers médiévaux qui défendent leur château. Ils se battent pas pour la vérité factuelle, ils parent les flèches de la logique avec le bouclier de leur identité. Parce que si le château tombe, leur ego s'effondre avec. Ouais, on devient nos propres propagandistes à ce stade. On défend l'illusion pour notre survie psychologique. Ce qui est encore plus fou, c'est le changement d'échelle.
À l'époque de Bernays, c'était un artisanat, les journaux, les relations publiques. Aujourd'hui, on est face à une automatisation algorithmique de masse. La machine moderne, quoi. L'attention est devenue le produit. Et les algorithmes sont nourris par des données comportementales infinies. Ils sont pas là pour nous informer, mais pour nous garder collés à l'écran. Avec cette formule mathématique d'Internet. Émotion égale attention égale profit. Du coup, tout ce qui est calme et serein, c'est le pire ennemi du modèle économique. Exactement. Imagine une seconde une application de méditation qui t'envoie une alerte hurlante genre « Flash info, vous êtes intérieurement calme ». Personne cliquerait là-dessus. Bah non, il n'y a pas un centime à se faire sur la paix intérieure. C'est drôle, mais c'est tragique. Le chaos, c'est littéralement ce qui nourrit l'algorithme. La sérénité est financièrement indésirable. Et le danger profond, c'est la dysrégulation du système nerveux. Ouais, la perte de concentration. L'instabilité émotionnelle. On crée des humains réactifs, infiniment plus faciles à manipuler que des humains réfléchis. Alors, face à cette machine, on fait quoi? La résistance, elle peut pas être technologique. Elle doit être philosophique et pratique. Et c'est ce qui est génial dans nos lectures, c'est que les remèdes existaient des millénaires avant les réseaux sociaux. Ah oui, les sagesses anciennes avaient déjà tout compris. Le bouddhisme qui enseigne que la propagande, elle pirate juste notre attachement à l'ego. Le stoïcisme aussi. S'entraîner à contrôler sa propre réponse plutôt que l'événement extérieur. Dans un monde qui exige notre indignation, choisir de ne pas réagir, c'est super révolutionnaire. Et le Vedanta avec le concept de Maya, l'illusion. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un Maya industrialisé, une hallucination collective. C'est clair. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, pour nous aujourd'hui? Comment on intègre ça? Les sources parlent de la méthode AWARE. Le A, c'est awareness, la conscience. L'art de la pause. Avant de réagir, se demander qui profite de mon émotion actuelle. Ça force le sang à remonter vers le cortex préfrontal. Ensuite, le W, withdraw, le retrait. Le silence pour le système nerveux, sans écran, sans doom scrolling, pour restaurer sa souveraineté cognitive. C'est là que je galère, moi. Couper les écrans, c'est presque douloureux au début. Ensuite, il y a le deuxième A, analyze, analyser. Suivre les incitations financières de ceux qui diffusent le message, ouais. Souvent, ça casse toute la magie du truc. Après, c'est R pour rebuild, reconstruire sa capacité d'attention, par la lecture longue, la méditation. Parce qu'un esprit distrait est manipulable. Mais un esprit concentré, c'est dangereux pour les manipulateurs. Tout à fait. Et enfin, le E, emotional mastery, la maîtrise émotionnelle. C'est lui qui contrôle des émotions, contrôle les décisions. Mais comment on intègre ça dans un quotidien surchargé, sans partir s'isoler dans un monastère, hein? Cela soulève une question cruciale. Le paradoxe humain, c'est qu'on veut des certitudes, des héros et des méchants simples. La propagande nous offre ça. Mais la réalité est complexe. Appliquer AWARE, c'est développer une conscience mature qui tolère l'inconfort de cette complexité. Dans les micro-décisions, quoi. Voilà, prendre une grande inspiration avant de répondre à un commentaire, ne pas repartager sous le coup de l'émotion. C'est comme ça qu'on échappe au contrôle. C'est vraiment la synthèse de tout ça. La prochaine fois que le monde numérique exigera la panique ou la haine, la seule solution, c'est de faire une pause, respirer et observer. La plus grande rébellion moderne, c'est pas d'avoir l'esprit le plus bruyant, c'est d'avoir un esprit conscient. C'est la liberté d'échapper au contrôle psychologique inconscient. La véritable illumination moderne, en fait. Et ça m'amène à une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Si notre environnement numérique est parfaitement calibré pour exploiter nos instincts primitifs, la prochaine grande fracture de l'humanité, elle sera peut-être ni économique ni technologique. Elle sera attentionnelle. Exactement. Est-ce que dans le futur, la société sera divisée entre ceux dont l'esprit est programmable par défaut et une nouvelle élite de la résistance dont le plus grand pouvoir sera simplement la capacité de s'asseoir en silence, seul dans une pièce sans réagir? C'est de quoi y réfléchir longuement.